La grande majorité des êtres humains vivent dans un état d'exil psychologique perpétuel. Ils arpentent les terrains de leur propre existence en simples touristes au lieu d'y régner en maître absolu. Ils considèrent la confiance en soi comme un actif externe et insaisissable, une sorte de coup de chance génétique ou un privilège accordé à quelques élus par l'environnement. Et parce qu'ils s'imaginent que le pouvoir doit leur être attribué par le monde extérieur, ils passent leur journée à s'adapter, à s'effacer et à jouer la comédie pour répondre aux attentes invisibles des autres. Cette performance constante crée une fracture profonde et douloureuse au plus profond du soi. Le corps physique occupe bien la pièce présente, mais l'esprit est verrouillé dans une guerre civile interne, épuisante, qui le draine continuellement. Les gens passent leur temps soit à rejouer les erreurs inaltérables du passé, soit à vivre à l'avance les scénarios catastrophiques d'un avenir qui n'a pas encore été écrit. Cette fragmentation de l'attention garantit qu'ils n'arrivent jamais réellement là où ils se trouvent. Ils sont fondamentalement absents de leur propre existence, fuyant l'inconfort de leurs pensées, tout en espérant qu'une validation extérieure viendra enfin les sauver d'eux-mêmes. Ce guide constitue une feuille de route alternative pour l'existence humaine, un manuel de terrain pour la réclamation systématique de votre souveraineté personnelle. Il est conçu pour démanteler ces habitudes d'hésitation inconsciente qui vident silencieusement votre potentiel jour après jour. La véritable maîtrise de soi n'exige pas d'adopter une personnalité agressive ou de prétendre être un être parfait qui ne ressent jamais la peur. Elle exige plutôt la construction d'une architecture interne si profondément ancrée qu'elle transforme la nature même de votre relation avec la réalité. Lorsque vous bâtissez cette fondation intérieure, les tempêtes extérieures faites de chaos, d'adversités inattendues et de critiques injustes perdent leur pouvoir de vous déstabiliser. Elles viennent frapper votre structure et se brisent comme des vagues contre une falaise côtière. Entamer ce voyage signifie cesser de demander au monde la permission d'exister pour commencer à commander votre paysage psychologique avec une intention délibérée. C'est une transition de la passivité vers une action autonome où votre valeur n'est plus une variable dépendante des applaudissements extérieurs, mais une constante absolue ancrée dans vos choix. Pour vivre une vie réunifiée, vous devez développer une volonté sans concession d'examiner vos comportements avec une honnêteté totale. Vous devez repérer les moments exacts où votre esprit dérive vers des inquiétudes inutiles, où vos mains s'agitent par inconfort social, ou lorsque votre voix monte en aigu pour apaiser l'ego de quelqu'un d'autre. Ces comportements en apparence triviaux sont en réalité les piliers d'une identité anxieuse. Chaque fois que vous les laissez passer sans intervenir, vous votez pour votre propre impuissance. À l'inverse, lorsque vous amenez ces schémas dans la lumière de la conscience, vous brisez leur emprise automatique sur votre système nerveux pour décider consciemment de la présence que vous allez incarner. Partie 1. Le sanctuaire de l'esprit présent. Le potentiel humain est rarement limité par un manque d'intelligence, d'opportunités ou de ressources. Il est plutôt fragmenté par une incapacité chronique à rester présent dans le moment actuel. L'esprit moderne s'est transformé en une machine hyperactive qui confond le mouvement perpétuel avec le progrès réel. Nous vivons dans une époque où l'attention est devenue la ressource la plus convoitée, sans cesse tirée par les notifications, le bruit numérique et le bavardage interne, ininterrompu. Lorsque votre attention s'éparpille sur plusieurs lignes temporelles, vous commettez une forme d'auto-sabotage mental en essayant de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore avec une énergie désespérément requise par la tâche présente. Cette voyance temporelle permanente laisse le système nerveux dans un état d'épuisement chronique qui vous rend incapable de produire votre meilleur travail ou de vivre des connexions authentiques. Pour bâtir un sanctuaire mental, vous devez appliquer une discipline interne stricte sur vos schémas de pensée. Ce processus commence par la prise de conscience fondamentale que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, mais le témoin conscient qui observe cette voix. Marcus Aurèle rappelait souvent que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Si vous laissez votre esprit s'imprégner de regrets passés ou de terreurs futures, votre réalité entière reflètera ce chaos. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, l'esprit non entraîné plonge dedans et crée une boucle infinie de souffrances narratives. L'esprit souverain, en revanche, reconnaît la pensée pour ce qu'elle est, la qualifie de simple distraction et ramène immédiatement son attention sur la réalité physique. Cette redirection doit être exécutée sans pitié, des milliers de fois par jour s'il le faut, jusqu'à ce que l'esprit comprenne qu'il n'a plus le droit de vagabonder. En ancrant votre conscience dans l'espace physique immédiat, vous libérez un réservoir immense de puissance cognitive. En psychologie moderne, on parle de réduction de la charge cognitive,
Mais les stoïciens y voyaient la clé de la clarté d'esprit. Quand vous maîtrisez cette capacité à rester présent, votre exécution devient inébranlable. Le génie n'est pas une qualité innée réservée à quelques privilégiés, c'est simplement une attention non divisée. Lorsque vous entrez dans une réunion ou une négociation avec un esprit présent, vous possédez un avantage compétitif massif. Pendant que les autres stressent en interne sur la façon dont ils sont perçus ou sur ce qu'ils vont dire ensuite, vous observez le réel avec une clarté cristalline et une précision redoutable. Partie 2. Le serment d'intégrité absolue. Le chemin du développement personnel est souvent détruit par une mauvaise compréhension des événements extérieurs. Tout au long de votre vie, vous subirez des injustices, des souffrances non méritées et des obstacles injustifiés. Les gens vous décevront, les promesses seront brisées et les circonstances sembleront s'allier contre vous malgré votre dévouement. Dans ces moments de forte pression, l'impulsion humaine naturelle est de regarder vers l'extérieur, de trouver un coupable et de s'envelopper dans le linceul confortable de la victimisation. L'identité de victime est extrêmement addictive parce qu'elle apporte un soulagement immédiat face à la responsabilité personnelle. Elle vous murmure que puisque vous avez été lésé, vous n'êtes plus responsable de vos résultats, de votre comportement ou de votre avenir. C'est le piège ultime de l'ego, un compromis séduisant qui troque votre pouvoir à long terme contre une dose éphémère d'autopitoiement et de supériorité morale. La souveraineté exige le rejet absolu et non négociable de cette posture de victime, peu importe à quel point vos griefs peuvent sembler justifiés. Vous devez prêter un serment d'intégrité totale envers votre propre caractère, en érigeant une muraille étanche entre les événements extérieurs et votre état intérieur. Épictète a posé les bases de cette vérité en affirmant que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur ces choses. Ce serment dicte que vous ne visiez pas l'excellence parce que le monde est juste et que vous ne traitez pas les autres avec respect simplement parce qu'ils vous traitent bien. Vous appliquez vos standards les plus élevés parce que votre caractère est une forteresse qui ne peut pas être manipulée par des forces extérieures. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous ne voyez plus la souffrance comme une raison de vous effondrer, mais comme un test rigoureux de vos racines philosophiques. Vous regardez l'injustice et vous vous dites que même si le monde est chaotique et cassé en cet instant, vous resterez entier, discipliné et fonctionnel. Ce détachement de votre boussole morale vis-à-vis du comportement des autres est la source même du pouvoir permanent. Marcus Aurèle nous défiait d'arrêter de débattre sur ce que doit être un homme de bien, pour simplement en être un. Quand les gens réalisent que leur négativité ne peut pas altérer votre engagement envers votre vision, leur capacité à vous contrôler disparaît complètement. Partie 3. La physiologie de la conviction. Votre état interne n'est jamais totalement caché. Il diffuse en permanence son statut au monde à travers une tapisserie complexe de comportements physiques subconscients. Bien avant que vous ne prononciez un seul mot, les gens autour de vous ont déjà évalué votre niveau de confiance, votre autorité et votre statut. Ils ont analysé votre façon de marcher, l'alignement de votre colonne vertébrale, la tension de votre mâchoire et le mouvement de vos yeux. En sociologie, Erving Goffman décrivait cela comme la présentation de soi, où le corps communique des signaux sociaux avant toute interaction verbale. La plupart des gens laissent ces comportements physiques fonctionner en pilote automatique, ignorant que leur corps sabote activement leurs paroles. Ils marchent le thorax effondré, fuient le regard direct et laissent fuiter une énergie nerveuse par des mouvements frénétiques et incontrôlés. Pour réussir votre transformation, vous devez prendre le contrôle conscient de cette diffusion physique. Vous devez faire passer votre physiologie d'un état de repli défensif à une occupation calme et inébranlable de l'espace. Le terrain de bataille principal de cette métamorphose se situe dans le contact visuel. Le regard n'est pas une simple politesse sociale, c'est une arène psychologique où le statut, la présence et les limites se négocient en temps réel. Lorsque vous croisez le regard de quelqu'un et que vous baissez immédiatement les yeux, vous exécutez un signal biologique de soumission. Vous indiquez à votre propre système nerveux et à l'observateur que vous trouvez la vulnérabilité d'être vu intolérable. Cette habitude découle d'une peur profonde du jugement et d'un désir de se cacher. Pour briser ce schéma, vous devez traiter le contact visuel comme un entraînement de résistance pour votre esprit. Lorsque vous fixez les yeux de quelqu'un, particulièrement lors d'un échange tendu, vous ressentirez une friction neurologique. Votre cœur peut s'accélérer et votre esprit vous crier de rompre le contact pour libérer la pression. C'est exactement là que la confiance se forge. Soutenir un regard ne veut pas dire adopter une attitude agressive ou dominante. La vraie confiance n'a jamais besoin d'agressivité,
elles coexistent avec une profonde humilité. Le but est de rester présent dans la vulnérabilité d'être vu, en gardant le visage détendu et la respiration stable, pour indiquer que vous êtes totalement à votre place. Partie 4. La reconstruction stratégique des habitudes. La véritable transformation personnelle n'est jamais le résultat d'une décision spectaculaire ou d'une révélation émotionnelle d'un week-end. Le caractère humain est un système ancré de réseaux neuronaux, construit sur des décennies par la répétition constante de choix quotidiens, en apparence insignifiants. Si vous avez passé 30 ans à éviter les confrontations, à vous taire quand vos valeurs étaient franchies et à fuir vers le confort dès que la pression montait, vous ne pouvez pas espérer changer d'identité du jour au lendemain. Votre personnalité actuelle est simplement la somme de vos habitudes passées. Pour bâtir une nouvelle version de vous-même caractérisée par la résilience et la présence, vous devez réécrire vos micro-comportements quotidiens. La première habitude à cibler est la passivité lors des premières rencontres. La plupart des gens entrent dans un espace social dans un état réactif, la tête baissée ou fixée sur leur téléphone, en attendant que quelqu'un d'autre brise la glace. C'est une façon de se cacher. Vous devez briser ce cycle en prenant l'initiative. Lorsque vous entrez dans une pièce, levez le menton, balayez l'espace et saluez votre interlocuteur de manière claire et authentique avant qu'il n'ait le temps de le faire. Vous prenez ainsi la responsabilité de l'énergie de la pièce. La seconde habitude à éliminer est la pratique du micro-évitement. Tout au long de la journée, vous rencontrez des petites tâches qui déclenchent une vague de résistance interne, comme un courriel difficile à envoyer, un appel administratif désagréable ou un recadrage nécessaire. La réaction humaine classique consiste à remettre ces choses à plus tard en se disant qu'on s'en occupera demain. Ce report est un poison pour l'estime de soi. Épictète nous demandait avec sévérité combien de temps nous allions attendre avant d'exiger le meilleur pour nous-mêmes. Chaque fois que vous esquivez une tâche difficile parce qu'elle vous inconforte, vous envoyez un message direct à votre subconscient en lui disant que vous êtes trop fragile pour gérer cet inconfort. Pour détruire cette habitude, vous devez appliquer un protocole d'exécution immédiate. Dès que vous détectez le murmure intérieur de l'évitement, vous devez passer par-dessus cette envie de reculer pour vous jeter immédiatement dans la réalisation de la tâche. Cet engagement rebranche votre identité, vous transformant d'une personne qui hésite en une force qui avance directement vers le point de friction. Partie 5. L'art de la parole pondérée. La parole humaine est devenue incroyablement bon marché, rapide et chaotique. Dans notre précipitation moderne à prouver notre intelligence, sécuriser notre statut ou calmer notre anxiété sociale, nous utilisons notre voix comme un outil de distraction rapide. Le speaker nerveux bombarde l'environnement d'un torrent de mots, de tics de langage et de phrases précipitées, terrifié à l'idée que s'il s'arrête une seconde, son auditoire va s'ennuyer ou découvrir son incompétence. Cette livraison frénétique détruit la valeur intrinsèque de votre communication et trahit un besoin désespéré d'approbation extérieure. Pour obtenir une vraie présence, vous devez maîtriser la discipline de la parole lente et délibérée. Lorsque vous choisissez de ralentir votre rythme, vous exécutez un acte de domination psychologique sur votre propre système nerveux. Vous indiquez à la pièce et à votre esprit que ce que vous dites a de la valeur et que vous acceptez de prendre du temps pour le transmettre. Ce rythme posé n'impose pas l'attention par le volume ou l'agressivité, mais par la gravité. Une diction lente force l'auditeur à ralentir son propre traitement interne pour se caler sur votre fréquence. La fondation physique de ce contrôle vocal réside dans la gestion du système respiratoire. Votre voix dépend de votre souffle, et votre souffle est le miroir de votre sécurité psychologique. Lorsque vous êtes mal à l'aise, votre diaphragme se crispe et votre respiration devient courte, centrée dans le haut de la poitrine. Ce manque d'air éteint vos cordes vocales, fait monter votre voix dans les aigus et vous pousse à parler vite. Pour inverser cet effondrement, vous devez pratiquer la respiration abdominale profonde pour activer le système parasympathique, baisser votre rythme cardiaque et redonner à votre voix sa résonance naturelle. De plus, vous devez cesser de craindre le silence. L'orateur non entraîné perçoit le moment de silence comme un vide intolérable qu'il faut meubler d'hésitation verbale. Ces tics sont les empreintes digitales de l'anxiété. L'individu souverain comprend qu'une pause intentionnelle est l'outil ultime d'accentuation. Comme le reflétait Marcus Aurèle, le silence est l'élément dans lequel les grandes choses s'élaborent. Lorsque vous terminez un point important, arrêtez de parler et tenez la pièce en silence pendant 2 ou 3 secondes. Ce silence montre que vous êtes à l'aise avec le vide et que vos idées reposent sur leurs propres valeurs.
Partie 6. L'épreuve du doute extérieur. Peu importe la profondeur de votre engagement et la soin avec lequel vous construisez votre sanctuaire intérieur, votre croissance sera un jour confrontée au doute extérieur. Un concurrent, un manager cynique, ou même un proche à l'aise avec votre ancienne identité remettra ouvertement en question vos capacités ou votre valeur. Ce doute peut prendre la forme d'un sourire condescendant, d'une remarque sceptique lors d'une réunion ou d'un défi direct lancé devant vos pairs. Ces moments sont dangereux parce qu'ils touchent aux zones les plus vulnérables de votre confiance naissante. Lorsque ce doute vous percute, l'instinct biologique réflexe est d'adopter l'une des deux stratégies de survie défaillantes. Soit vous vous écrasez dans un silence passif pour éviter l'escalade, soit vous vous lancez dans une défense frénétique pour prouver vos qualifications. Ces deux réactions constituent une trahison de votre souveraineté. Dès l'instant où vous vous précipitez pour vous justifier, vous donnez le contrôle de votre identité à votre détracteur. Vous démontrez à la pièce que sa basse opinion a le pouvoir de déstabiliser votre état intérieur. La force souveraine ne se précipite jamais pour défendre son honneur. Elle sait que la validation est une monnaie que l'on ne s'accorde qu'à soi-même. Quand quelqu'un lance une attaque de doute dans la conversation, votre réponse doit être une immobilité physique et vocale totale. Marcus Aurèle a laissé une instruction claire pour ces moments: soyez comme le récif sur lequel les vagues viennent se briser sans cesse, mais qui reste debout et calme la fureur de l'eau autour de lui. Ne changez pas de posture, ne clignez pas des yeux rapidement et ne vous précipitez pas pour remplir le silence. Laissez la remarque sceptique flotter dans la pièce sans l'isoler par une réponse rapide, forçant son auteur à macérer dans l'énergie inconfortable qu'il vient de créer. Lorsque vous choisissez de répondre, faites-le à un rythme encore plus lent que d'habitude, baissez votre ton et donnez une réponse minimale qui détache totalement votre valeur de leur opinion. Votre état d'esprit doit signifier que leur doute est une donnée intéressante sur leurs propres limites, mais qu'il n'a aucune pertinence dans votre réalité. En refusant d'entrer dans leur jeu, vous inversez la dynamique de pouvoir et restez une forteresse inexpugnable. Partie 7. L'ancrage somatique de l'autorité. La profondeur réelle de votre transformation s'inscrit dans votre architecture somatique, c'est-à-dire la manière dont votre système nerveux gère votre corps sous une pression intense. La plupart des conseils en développement personnel échouent parce qu'ils restent purement cognitifs, traitant l'humain comme un cerveau détaché qui pourrait penser sa sortie de schémas de peur ancrés. Mais l'anxiété est un phénomène profondément physique qui vit dans la gorge qui se serre, le souffle court et l'envie compulsive de bouger. Si votre corps raconte une histoire de panique, toutes les pensées positives du monde n'empêcheront pas votre présence de s'effondrer. Vous devez apprendre à utiliser votre corps physique comme un ancrage structurel qui force votre esprit à entrer dans un état d'autorité par une discipline somatique pure. Cette discipline demande une conscience continue de votre posture dans les interactions quotidiennes. Lors d'une discussion importante, vérifiez votre structure physique. Remarquez si vos épaules sont remontées vers vos oreilles, ce qui constitue un signal universel de protection chez les mammifères. Observez si vos doigts sont croisés trop fermement ou si vos pouces sont cachés dans vos poings, des signes clairs de vulnérabilité psychologique. L'individu souverain passe par-dessus ces postures défensives. Vous baissez vos épaules, libérant ainsi la gorge et le thorax. Vous posez vos mains de façon ouverte sur la table ou le long du corps. Cette ouverture physique est un signal psychologique fort pour vous-même et pour les autres, déclarant que vous vous sentez en sécurité, capable de gérer la menace et totalement insensible à la tension présente. En théorie de l'incorporation ou embodiment, il est prouvé que la posture influence directement les sécrétions hormonales et l'état émotionnel. L'ancrage définitif de cette autorité repose sur le placement de vos membres inférieurs. Le speaker nerveux bouge sans cesse ses pieds, croise les chevilles ou se balance d'un côté à l'autre. Ce mouvement continu est une tentative subconsciente d'évacuer la montée d'adrénaline. Mais cette fuite d'énergie dissout votre présence. Pour construire une gravité physique, vous devez pratiquer l'art de planter vos pieds. Écartez-les de la largeur de vos épaules, répartissez votre poids équitablement et imaginez vos jambes comme des piliers ancrés dans le sol. Une fois cette base établie, ne bougez plus le bas du corps pendant l'échange. Votre immobilité crée une présence massive qui ancre toute la pièce. Partie 8. La ritualisation quotidienne, le piège ultime du cheminement personnel et l'illusion d'une destination finale. Beaucoup s'engagent dans ce parcours en pensant qu'en lisant assez de livres et en pratiquant suffisamment le contact visuel,
Ils atteindront un plateau permanent de confiance sans effort où la peur n'existe plus. C'est une erreur fondamentale qui prépare à un désespoir inévitable. La peur, l'hésitation et l'envie de retourner vers le confort sont des composantes permanentes de la biologie humaine. Ce sont des mécanismes de survie conçus pour vous protéger du danger. Grandir ne veut pas dire que ces impulsions disparaissent, mais que vous développez une structure de commandement interne qui observe l'impulsion de reculer et ordonne au corps d'avancer quand même. Votre présence doit donc devenir un rituel quotidien de reconfirmation. Chaque matin en vous levant, vous naissez dans la réalité avec un système nerveux non calibré. Si vous laissez votre identité au hasard, les entrées chaotiques du monde, comme les nouvelles effrayantes ou les courriels stressants, dicteront votre fréquence. Vous devez considérer la première heure de votre journée comme un terrain d'entraînement pour votre souveraineté. Ne consultez pas vos appareils numériques dès le réveil pour absorber les priorités des autres. Mettez-vous plutôt face au miroir, redressez vos épaules, alignez votre colonne et calibrez consciemment votre esprit sur la fréquence de la présence. Faites une répétition mentale des points de friction que vous allez rencontrer dans la journée, en décidant à l'avance de la manière dont votre corps gardera son calme, dont votre voix portera son poids et dont votre intégrité restera intacte face aux doutes. Ce rituel doit s'étendre aux micro-moments de votre emploi du temps. Quand vous marchez dans un couloir avant une réunion difficile, ne profitez pas de ce trajet pour regarder votre téléphone ou répéter frénétiquement vos arguments. Utilisez cet espace pour effectuer un réalignement physique et mental. Ralentissez votre respiration, baissez vos épaules, ressentez l'impact de vos talons sur le sol et ancrez votre conscience dans l'espace physique du couloir. Au moment de poser la main sur la poignée de porte, rappelez-vous les mots d'Épictète selon lesquels nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Vous n'entrez pas dans cette pièce pour chercher de la validation, prouver votre intelligence ou mendier une promotion. Vous y entrez pour apporter votre présence, établir un standard de clarté et rester un point fixe dans un monde en chaos. Partie 9. Le démantèlement du perfectionnisme. Une proportion considérable d'individus restent bloqués dans une hésitation passive, non pas par paresse ou incompétence, mais parce qu'ils sont contaminés par le perfectionnisme. Le perfectionnisme est la forme ultime d'autosabotage, un mécanisme de défense sophistiqué construit par l'ego pour se protéger de la possibilité de l'échec, du jugement ou du rejet. Le perfectionniste se convainc qu'il n'évite pas la tâche, mais qu'il se prépare, peaufine ou attend l'alignement parfait des conditions avant de lancer son projet, donner son avis ou postuler à un poste important. Ce jeu d'attente est un mensonge. L'alignement parfait des conditions n'existe pas et n'existera jamais. En exigeant un standard d'exécution sans faute avant de laisser votre voix se faire entendre, vous vous assurez de rester caché en arrière-plan, totalement protégé de la friction du réel. Pour vous libérer de cette prison mentale, vous devez développer un inconfort psychologique apprivoisé avec l'exécution imparfaite. Vous devez réaliser que le progrès importe infiniment plus que la perfection et que le seul moyen de bâtir une confiance solide est de vous autoriser à être vu en train d'exécuter une tâche de façon imparfaite. La confiance n'est pas le résultat d'un résultat sans défaut, c'est la réalisation que vous pouvez survivre à un résultat imparfait sans que votre valeur personnelle ne s'effondre. Lorsque vous traversez le murmure paralysant du perfectionnisme et choisissez de dire votre vérité, même si votre voix tremble un peu ou que votre formulation n'est pas parfaite, vous réclamez votre pouvoir. Vous prouvez à votre système nerveux que vous êtes assez fort pour encaisser la vulnérabilité d'être mal compris ou critiqué, brisant ainsi les chaînes invisibles de l'approbation sociale. De plus, vous devez reconnaître que le monde ne vous évalue pas sur la mécanique stérile de vos phrases ou le polissage parfait de vos présentations, mais réagit à la conviction brute et à l'authenticité derrière votre posture. Les gens ne se souviennent pas des mots exacts. Ils se souviennent du poids émotionnel et de la présence de la personne qui a délivré le message. Lorsque vous vous libérez de la pression d'avoir à tout dire parfaitement, votre parole devient naturellement plus authentique et magnétique. Vous cessez de parler depuis un espace d'hypervigilance défensive pour parler depuis un espace de vérité profonde. Partie 10. L'usage stratégique du silence. Dans notre culture hyperconnectée et bruyante, le silence est très souvent interprété à tort comme un vide, un échec de communication ou un aveu d'ignorance. Le communicateur non entraîné traite le silence comme un ennemi actif, un vide effrayant qu'il faut éliminer d'urgence par une explosion de mots, de bavardage inutile ou de rire nerveux. Lorsque vous vous précipitez pour remplir chaque espace vide dans une conversation,
Vous diffusez un niveau élevé d'insécurité sociale. Vous révélez que vous trouvez la présence brute d'un autre être humain intolérable et que vous manquez de sécurité interne pour rester assis calmement sans stimulation verbale. L'individu souverain aborde le silence sous un angle totalement différent, le reconnaissant comme l'un des outils de pouvoir stratégique et d'autorité personnelle les plus puissants. Le silence n'est pas de la vacuité, c'est une manifestation de présence. Lorsque vous posez une question importante ou livrez un point critique lors d'une négociation, vous devez apprendre à vous taire immédiatement et à tenir le silence avec un calme absolu. Ne hochez pas la tête frénétiquement. Ne souriez pas faiblement pour adoucir le propos et ne proposez pas de phrases d'explication pour sauver l'autre de son inconfort. Restez immobile, soutenez le regard et laissez le silence s'étendre dans la pièce. Cette discipline place un poids psychologique immense sur l'interaction, forçant l'autre personne à traiter la gravité réelle de vos mots et lui donnant l'impression qu'elle fait face à une personne d'une force intérieure peu commune. De plus, l'usage délibéré du silence vous offre un espace cognitif précieux lors des échanges sous tension. Quand vous recevez une critique agressive ou une question inattendue, le speaker réactif lâche immédiatement la première idée qui lui passe par la tête, regrettant souvent ses mots. Le maître de la présence utilise la pause comme une arme. Face à la pression, arrêtez de parler pendant 3, 4 ou 5 secondes. Marcus Aurèle nous rappelait d'avoir le contrôle sur notre esprit et non sur les événements extérieurs, et rien n'est plus critique que de choisir le moment de garder son calme. Utilisez ce silence pour ralentir votre cœur, aligner votre colonne et construire une réponse minimale et percutante. Ce délai transforme votre réponse d'une réaction défensive en une déclaration calculée, signalant à tout le monde que votre esprit est totalement souverain. Partie 11. L'éradication de la complainte. Il n'y a aucun comportement qui détruit votre souveraineté personnelle plus vite ou plus profondément que la pratique de la complainte. Se plaindre est la monnaie verbale de la victime absolue, une annonce publique que vous ne possédez aucun contrôle sur votre état interne, votre environnement ou votre avenir. Lorsque vous vous plaignez de la météo, du trafic, de l'incompétence de vos collègues ou de l'injustice de votre situation, vous entraînez activement votre cerveau à repérer l'impuissance dans chaque situation. Vous choisissez de concentrer votre énergie sur des facteurs hors de votre contrôle direct, tout en vous dédouanant de la responsabilité d'agir. Cette habitude crée une spirale toxique de dégradation mentale, transformant votre esprit en une machine réactive qui se nourrit de ressentiment et de paralysie. Pour atteindre une vraie maîtrise de soi, vous devez éliminer la complainte de votre vocabulaire et de vos pensées. Cette transformation exige d'adopter un cadre philosophique de responsabilité absolue. Lorsqu'un événement défavorable survient, comme un projet qui échoue ou un collègue manquant de respect, vous devez immédiatement étouffer l'envie d'exprimer votre insatisfaction. Vous devez plutôt faire un bilan interne rapide en vous posant 2 questions simples. Quelle partie de cette situation est sous mon contrôle direct? Et quelle est ma réponse stratégique immédiate? Marcus Aurèle a résumé cette habitude en écrivant qu'il faut effacer l'impression, arrêter l'impulsion, éteindre le désir et garder l'esprit maître de lui-même. S'il y a une action que vous pouvez entreprendre pour changer la trajectoire du problème, exécutez-la dans un calme absolu. Si l'événement échappe totalement à votre sphère d'influence, observez-le avec une totale indifférence, acceptez la réalité telle qu'elle est et refusez de lui donner la permission de voler une seule unité de votre énergie. Mental. En remplaçant la complainte par une retenue stoïcienne, vous devenez une anomalie dans un monde obsédé par la rouspétance. La plupart des gens sont épuisés par le flux constant de négativité qui caractérise les environnements sociaux modernes. Lorsque vous vous présentez comme une personne qui reste silencieuse face à l'inconvénient, qui gère les crises sans un mot d'autopitoiement et qui passe directement d'un échec à une exécution ciblée, vous dégagez une fiabilité structurelle indiscutable. Les gens se tourneront instinctivement vers vous lors des moments de tension, reconnaissant que votre esprit est un sanctuaire stable que le chaos quotidien ne peut pas fissurer. Partie 12. La révolution de la responsabilité. La dernière étape de votre voyage vers la souveraineté intérieure exige une révolution complète dans votre façon de définir la responsabilité. La personne moyenne voit la responsabilité comme une obligation déplaisante, un ensemble de règles et d'attentes imposées par une figure d'autorité pour s'assurer qu'elle ne faillit pas. Les gens passent leur vie à faire juste assez pour éviter les conséquences négatives en rejetant la faute dès qu'une échéance est manquée ou qu'un résultat n'est pas atteint. Cette relation réactive avec la responsabilité garantit qu'ils restent des enfants psychologiques, cherchant toujours une excuse pour se protéger des conséquences de leurs actes.
La souveraineté exige que vous entriez dans un domaine de responsabilité interne ultime. Vous devez réaliser que tout ce qui constitue votre réalité actuelle, votre santé financière, votre condition physique, la qualité de vos relations et le niveau de présence que vous apportez dans une pièce est le résultat direct de vos choix passés. Vous devez cesser d'attendre qu'un leader, un mentor ou un ensemble parfait de circonstances arrive pour élever votre existence. Épictète soulignait constamment que vos choix relèvent de votre seule responsabilité et que chercher votre salut à l'extérieur est la cause principale de la servitude intérieure. Vous êtes le seul auteur de votre vie, le juge final de votre exécution et le souverain de votre esprit. Si votre voix tremble quand vous parlez, ce n'est pas parce que la pièce est impressionnante, c'est parce que vous n'avez pas encore discipliné votre système nerveux. Si vous vous retrouvez à vous cacher à l'arrière-plan des conversations, ce n'est pas parce que les autres dominent, c'est parce que vous choisissez le confort immédiat de la timidité plutôt que le travail d'affirmation. Lorsque vous acceptez cette vérité, quelque chose de miraculeux se produit, les murs de votre prison mentale s'effondrent. Si vous êtes entièrement responsable de vos limites, cela signifie que vous êtes également capable d'orchestrer votre libération. Vous cessez de voir les défis comme des preuves de votre valeur insuffisante pour les envisager comme de la matière brute à maîtriser par une exécution disciplinée. Vous entrez dans chaque pièce non pas comme un suppliant qui demande à être accepté, mais comme une force de caractère intégrée et autonome. C'est la vraie récompense du chemin souverain. Non pas le simple respect superficiel du monde, mais le respect de soi inébranlable qui vient du fait de savoir que vous avez conquis votre propre esprit et choisi de vivre totalement présent et aligné avec votre vérité. Décret final, soyez le phare. Le monde que vous habitez continuera d'être chaotique, bruyant, pressé et profondément fracturé par ses propres anxiétés. Il continuera de lancer des vagues de doutes, des adversités inattendues et des distractions directement vers vous. Vous ne pouvez pas contrôler l'océan et vous ne pouvez pas forcer la tempête à s'arrêter. Votre seule responsabilité est de demeurer un phare aligné et autonome au milieu de la tempête. La transformation n'est pas un événement qui se produira dans le futur, une fois que vous serez parfait, c'est une pratique vivante exécutée dans les micro-choix de cette heure précise. Choisissez de lever les yeux. Choisissez de soutenir le regard de la personne en face de vous. Choisissez de planter vos pieds dans le sol, de relâcher vos épaules et de respirer profondément dans votre abdomen. Choisissez de ralentir votre rythme vocal jusqu'à ce que vos mots portent tout le poids de votre conviction. Choisissez d'avancer directement vers la tâche que vous évitez avec un élan silencieux. Cessez de vivre comme une ombre effacée de votre potentiel et sortez de l'arrière-plan de votre propre existence. Prenez la responsabilité totale de votre esprit, de votre corps et de votre voix. Le monde répond présent lorsqu'un individu décide de vivre pleinement visible et aligné avec sa vérité. Rejoignez la communauté des souverains si cette plongée au cœur de la maîtrise de soi, de l'alignement intérieur et de la philosophie de la présence résonne avec votre parcours. Ne laissez pas ce moment être une simple inspiration passagère. Passez à l'action pour ancrer cet état d'esprit. Nous vous invitons à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour sécuriser votre accès régulier à des stratégies conçues pour affûter votre présence et fortifier votre esprit. Votre abonnement est un engagement envers la personne que vous êtes en train de devenir. L'évolution ne s'arrête pas ici. Rendez-vous sur la page principale de notre chaîne pour explorer un catalogue de vidéos approfondies, de guides sur mesure et d'exercices couvrant le stoïcisme appliqué, la communication et la discipline personnelle. Pendant que vous visitez la chaîne, prenez le temps de découvrir nos livres publiés. Ces ouvrages servent de guide physique sur votre bureau, vous offrant des feuilles de route structurées et des exercices quotidiens pour vous aider à surmonter l'évitement et ancrer votre autorité dans n'importe quel environnement. Sortez de l'ombre, explorez nos ressources dès aujourd'hui et poursuivez votre progression vers une vie inébranlable.